c'est, j'ai dit l'Espagne, il faudrait préciser les Baléares, les îles Baléares. Et on a des témoignages extrêmement précis. Pourquoi? Parce que tout simplement ce commerce est sous la gouvernance des rois des Baléares et sous le contrôle des chapelains. Et il y avait donc un chapelain en place à Mostaganem qui contrôlait ce qui sortait, ce qui partait pour les Baléares ou ce qui en revenait. Et les Juifs étaient là, au milieu de ce commerce, dès le XIVe siècle. 1391, tout le monde connaît cette date, c'est la première expulsion des Juifs d'Espagne. Et j'allais dire, entre guillemets, vous m'excuserez, tout naturellement, que les Juifs donc d'Espagne vont prendre ce chemin du Maghreb en général, qu'il s'agisse donc du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie. Et puis, la deuxième expulsion, 1492, où là, j'allais dire, sans jeu de mots, sans méchanceté, ils connaissent le chemin. Ils connaissent le chemin. Et non seulement ils connaissent le chemin, c'est que on a cru que pendant un temps, il y avait une cession, que les Juifs s'étaient définitivement installés au Maghreb et qu'ils avaient abandonné l'Espagne. Pas du tout. On s'aperçoit que même après 1391, les Juifs n'ont cessé d'aller et de venir avec l'Espagne. Et ça a duré même au-delà. Si on voit sur le long terme, par exemple, à la fin du XVIIIe siècle, lorsque les Espagnols quittent la région d'Oran, il y a une chose que l'on ne sait pas beaucoup, il y a beaucoup d'historiens qui ont tendance à gommer deux grandes parties de notre histoire des Juifs d'Algérie, c'est l'épisode turc et l'épisode espagnol. L'épisode turc, c'est quand même 3 siècles. Et je fais une digression parce que souvent, on parle de l'occupation française, 132 ans, et nos amis algériens, mes amis historiens algériens, gomment littéralement ces 3 siècles d'histoire où la chose a été terrible, y compris que ce soit pour les musulmans et y compris pour les juifs. Les Turcs n'ont absolument rien construit, à la différence peut-être des musulmans, qui sont certes des conquérants, mais aussi des bâtisseurs. La seule manière de gouverner les Turcs a été la menace. Enrichissez-vous, c'est très bien, juifs ou pas, mais n'oubliez pas, hein, vous êtes des dhimmis et vous devez payer tous les impôts. Si vous ne payez pas, c'était immédiat et la tête du supplicié était accrochée au mur de la ville. Voilà comment la Turquie, l'Empire ottoman, a pu régner sur une grande partie de l'Algérie. Pas mal. Le deuxième épisode, c'est celui de l'Espagne. 1519-1791. Et rien que moins, n'est-ce pas Daniel, que c'était l'archevêque de la reine Isabelle la catholique, Jiménez de Cisneros, qui fait la conquête d'Oran. Et si vous allez à la cathédrale de Tolède, vous verrez une tapisserie qui raconte l'histoire de la conquête d'Oran. 1519-1792. Juste un détail. Nous sommes en 1669, la veille de l'expulsion. Les Juifs sont à nouveau expulsés d'Oran par l'Espagne. 1492-1669. Entre-temps, on accepte bien volontiers que les Juifs donnent tout ce qu'ils ont de plus beau chez eux, l'argenterie, les tapisseries, au moment de la Semaine Sainte. Mais à la condition expresse qu'ils restent cloîtrés chez eux. C'est assez étonnant, c'est qu'aujourd'hui, une mosquée, je ne parle pas de la grande synagogue, une mosquée qui fut avant l'église Saint-Louis, et cette église Saint-Louis était tout bêtement une synagogue. Voilà un petit peu résumé cette histoire. Et c'est pas fini. C'est qu'aujourd'hui où nous parlons, donc j'ai parlé de l'expulsion de 1669. Les Juifs d'Oran sont sommés de quitter la terre oranaise, mais à la condition que ce soit à leurs frais. À leurs frais. Et ils s'en vont, ils quittent Oran, ils vont se retrouver à Villefranche-sur-Mer, près de Nice,
ou à Ligo, et de là, ils embarqueront pour les Caraïbes. Pour les Caraïbes. Et aujourd'hui, donc, il y a des Juifs d'Oranie qui ont des descendants dans les Caraïbes. Voilà un peu de cette histoire-là. La suite, vous la connaissez parce que 1830, 31, 32, 33, on ne va pas chipoter, parce que les conquêtes des villes d'Algérie se sont faites à des moments différents. Et commence donc cette occupation française. Moi, je rends grâce, au moins pour le modeste historien que je suis, sur cette présence française en Algérie, parce que pour toutes nos familles, un grand nombre d'entre elles étaient des mesquinim. S'il n'y avait pas eu l'état civil français, aujourd'hui, comme on dit en ivrite, cloum, rien, ou très peu. Les lettrés, soit, les tamis des rachamim, soit, parce qu'ils ont laissé des traces. Mais les autres, les mesquinim auxquels ont appartenu les Bélanges, il ne faut pas se voiler la face, ben ceux-là, ils seraient passés tout bêtement à la trappe. Et donc 1831, 1962, vous connaissez l'épisode, j'allais dire, métropolitain, plus ou moins long, plus ou moins réussi, et puis, je vais parler d'une histoire plus continentale. Depuis 1980, au moins pour la communauté juive de Mostaganem, il y a un bosquet qui a été planté donc, dans le nord du pays, en Galilée, qui honore la mémoire des saints de Mostaganem. Et si on peut dire que la boucle est bouclée par la présence de la famille Bélange qui a suivi cet itinéraire, que ce soit donc depuis l'Algérie, plus particulièrement l'Oranie, la métropole, il y en a un petit peu aujourd'hui aussi à Québec, et puis, j'allais dire, tout normalement, donc ici, en Eretz. Voilà pour l'essentiel de cette histoire des Juifs d'Algérie. Je vous rassure, elle peut être très, très, très longuement développée. J'ai eu le plaisir tout à l'heure de découvrir un certain nombre de mes cousines que je ne connaissais pas, et j'ai évoqué un de mes travaux, c'est l'histoire des camps d'internement en Algérie. Et on a évoqué également l'histoire du 8 novembre 1942. Eliezer Cherki était avec moi il y a quelques semaines donc, à Béguine pour parler de cet événement dont on ne fait qu'aujourd'hui qu'effleurer la connaissance. Tellement nous avons beaucoup à faire et tellement les nôtres y ont participé. Y compris, et soyons un petit peu chauvins, y compris dans la région d'Oran. Alors, la famille Bélange, j'en reste là pour l'histoire des Juifs d'Algérie, la famille Bélange. Alors, d'abord, probablement, je dis bien probablement, parce que nous en sommes au début de cette recherche généalogique, cette famille Bélange a eu pour berceau familial, on va dire en gros l'Oranie, et plus particulièrement la ville de Mostaganem. Alors, Mostaganem, je ne sais pas si tout le monde situe, à peu près. Oui, je suis dans le... Voilà, vous avez la frontière ici, donc il y a le Maroc, vous avez, j'ai mis, après je reviendrai sur Tétouan, vous avez donc Oran, et puis Mostaganem, et donc à l'est, c'est un port sur la mer, sur la mer Méditerranée, Yam HaTichon, et à 80 km donc d'Oran. Cette famille a essaimé un petit peu dans d'autres villes, Relisam, Orléansville, etc., Oran, Bénissaf, et il est possible qu'il y ait une origine tétouanaise. Alors, pourquoi j'ai dit il est possible? Parce que je me fie cette fois aux fêtes et aux repas qui accompagnent les fêtes. Et à Pessar, dans la famille Bélange, au moins dans une grande partie, c'était l'histoire du couscous au beurre. L'histoire du couscous au beurre. Et semble-t-il que ce couscous au beurre était d'une manière traditionnelle célébré, goûté, dégusté par les Juifs de Tétouan au moment de la sortie de Pessah.
Voilà. Donc, il est probable qu'il y ait là une relation entre Tétouan, famille Bellange, et les Bellange dans Lorraine. Maintenant, plus sérieusement, c'est l'histoire de la guerre dans les années 1860, un épisode aussi qui n'est pas très connu, entre le Maroc et l'Espagne. Entre le Maroc et l'Espagne. Ça a duré plusieurs années. Et les Juifs ont trouvé comme premier refuge, dans un premier temps, le Maroc, du nord vers le sud. Et puis ensuite, j'allais dire, d'ouest en est, mais cette fois où ils ont été, on va le dire, n'ayant pas peur des termes, ils ont été reçus à peu près correctement par la France de l'époque. Nous sommes donc dans les années 1860-1870. Et au fur et à mesure, les uns ont poussé un peu plus vers l'est. Bélissa, Floran, Mascara, et puis Mostaganem, et puis jusqu'à Orléansville à peu près. Mais ils n'ont pas été au-delà que cet immense département d'Oran qu'on a encore du mal à cerner. Et c'est un point important parce que il y avait déjà en place les écoles de l'Alliance israélite universelle et ces gens-là sont venus avec des cadres, on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire des maîtres, des instituteurs, des rabbins, des gens qui avaient un métier, un véritable métier, parce que les nôtres étaient plutôt, il y avait des petits métiers, de tout petits métiers, hein, pas, ce n'est que plus tard que sont arrivés véritablement, non plus le terme de métier, mais presque de profession, y compris les professions libérales. C'est un point important. Alors, d'autres choses plus, j'allais dire, plus drôles et plus anecdotiques au sujet de la famille Bellange. Dernièrement, une de mes collègues qui est en poste à l'université de Mostaganem m'a dit, mais ce nom de Bellange, il est connu à Mostaganem, parmi la population musulmane. J'ai tendu l'oreille, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et elle m'a dit, non, alors il ne s'appelle pas Bellange, évidemment, mais il s'appelle Belchassin. Belchassin, qui aurait eu une translittération quelque part, mais je me suis dit quand même, le guillemet, il est passé à la trappe. Et c'est gênant parce que sur les matzévot de mes ancêtres, et en particulier de mon grand-père, de mon arrière-grand-père Bellange, de Michael Bellange, il y a bien la même graphie que Serge a utilisée, et que notre fils ici a utilisé, exactement la même graphie. Alors, il y en a qui vont dire, mais Norbert est en train de tourner autour du pot, il ne nous dit pas quelle est l'origine de ce nom. Alors, l'état civil français nous y aide un petit peu. Et c'est assez extraordinaire parce que les Français avaient bien compris un certain nombre de choses, c'est que les officiers d'état civil, ou un certain nombre, lorsqu'il s'agissait d'enregistrer une naissance ou un décès ou un mariage, ils avaient un responsable de la communauté qui avait le titre d'adjoint au maire, comme ça, un certain Samuel Cohen, qui était là et qui assistait à l'enregistrement des actes d'état civil au sujet des Juifs. Pour dire que c'était pas si tordu que ça, que cet état civil français. Certes, nos responsables de l'état civil français n'avaient pas une oreille sensible à la langue arabe, peut-être encore un peu moins à l'hébreu, et qu'il y a eu des distorsions, ça, tout le monde connaît. Alors, Bellange, avec deux graphies et deux sens différents, Belchanash ou Belnachash, suivant que l'on utilise l'hybride qui serait le fils du jeteur de sorts. C'est pas mal, on est gâtés, hein, le fils du jeteur de sorts, ou le fils du serpent. Bon, on fait avec ce là, hein. Moi j'assume, hein, le fils du serpent, le fils du jeteur de sorts, c'est mon nom. Hein. Et, entre parenthèses, il m'est arrivé des anecdotes moins drôles. Il y a une dame un jour que je faisais une conférence m'a dit, mais vous l'avez acheté combien votre nom? Je lui dis non madame, vous n'auriez pas eu assez de votre fortune pour le payer. Et j'ai enchaîné. Donc dans l'état civil, il y a bien marqué Bellange à peu près, avec des graphies différentes. Donc
B-E-L, plus loin RNGE, c'est ma graphie, B-E-L, trait d'union RNGE, B-E-2-L RNGE. Et là, il y a un petit problème, il peut y avoir une petite confusion. Votre serviteur a été enseignant dans l'ouest de la France. J'arrive au lycée Victor Duruy, à Saumur, qui connaissent peut-être. Et en face de l'entrée principale du lycée, au fronton d'une maison, comme ça, je vois écrit Bélange. Je dis, c'est quoi cette histoire? Mais c'était pas Bélange, c'était Bélanger. C'était Bélanger. Ça n'avait rien à voir. Bon, j'ai des cousines germaines à Paris, les filles de mon oncle Mardoché, et qui me disent, mais non, on n'a rien à voir, c'est pas une origine berbère, c'est une origine lorraine. Ah, c'est une origine lorraine. Pourquoi une origine lorraine? Parce que il y a un certain nombre de villages et des toponymes comme Agondange, Hayange, Créange, etc. Que nenni, je leur ai dit. Et jusqu'à aujourd'hui, elles considèrent comme ferme que nous avons une origine lorraine. Tant pis, non, nous avons probablement une origine berbère. Berbère et hébraïque, pour ne pas dire israélienne. Ça, je voulais garder pour la fin. Voilà. Vous avez entendu que j'ai dit que Bélange, c'était le fils du jeteur de sorts. Et puis, l'autre, c'était... Très récemment, dans la région de Marrakech, dans la vallée de l'Ourikal, qui est une très belle vallée, qui a un caractère alpin, des eaux vives, ça coule, c'est beau, il y a des arbres, on s'y sent bien. Et là, il y a un rabbin, un kollel, qui vient d'Israël, pour ramasser des sous. Chose classique. On est probablement dans la fin du XVIIIe siècle. Et il vit dans cette région-là de l'Est marocain. On attaque déjà les contreforts de l'Atlas. Allez voir sur Internet, vous allez voir ces images, vous dites, tiens, on est quelque part du côté de Grenoble. Bon, non, c'est pas Grenoble, c'est la vallée de l'Ourikal. Et ce rabbin, il rentre chez lui avec ses mules, pas des chevaux, hein. Les Juifs ne peuvent pas avoir des chevaux, des mules. C'est important. Il rentre avec ses mules, avec dans les fonds de ses mules plein d'argent, de monnaie, etc. Et en chemin, il est agressé par des musulmans qui veulent le dépouiller. Le bon rabbin, il laisse la vie, certes, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au moment où les Arabes veulent s'emparer des mules, les reines se transforment en serpents. Ils piquent les agresseurs. Et les agresseurs n'ont pas pu s'enfuir avec l'argent et le trésor. Et c'est assez extraordinaire, c'est que le nom de ce rabbin, je ne le connais pas, on ne le connaît pas, mais on connaît son surnom, Ben Hadash, le fils du serpent. Voilà en partie pour l'instant. Alors attention, je m'empresse de dire qu'il ne s'agit pas là pour l'instant de notre ancêtre. Il suffirait que je travaille sur 2 siècles d'histoire pour que ce rabbin, ce kollel qui venait d'Israël, soit peut-être un de nos ancêtres. Mais en tous les cas, ce qui est probant, c'est que le rabbin Samuel Cohen, que tu as connu, m'a donné cette information au sujet du fils du serpent. Donc vous voyez, c'est quand même attesté bien longtemps après. Et donc cette histoire-là mériterait qu'on y travaille. Et j'ai oublié une petite chose, je reviens sur l'état civil et puis là, ensuite je m'arrêterai, c'est que nos ancêtres, c'est pas si loin que ça, on est à la fin du 19e siècle, au moment, c'est arrivé plusieurs fois, 4 fois c'est arrivé, l'état civil. On déclare effectivement le patronyme de Bélange. Mais on insiste pour qu'on rajoute, pour l'état civil, on rajoute dit déité Belkhanesh. C'est assez symptomatique pour dire combien quand même cette famille tenait à cette origine, même si peut-être elle l'ignorait ou ça l'avait perdu en chemin.
Je vous ai dit que les nôtres, les Bélanges, étaient des mesquinim. Oui. Mon arrière-grand-père, il n'y a rien de mal à cela. Il a émargé à la communauté. À la fin du 19e siècle, on lui donnait, je crois, au moment de Shabbat, on lui donnait 3 francs. 3 francs, et probablement qu'il devait avoir aussi en partage quelques chalotes. C'était des gens de peu. C'était des ferblantiers, des menuisiers, des peintres en bâtiment, bijoutiers. Mais attention, méfions-nous parfois sur le terme de bijoutier. Ça n'a absolument rien à voir avec aujourd'hui le métier de bijoutier. Voilà un petit peu cette histoire tracée à grands traits des Bélanges et des Juifs d'Algérie. Aujourd'hui, cette histoire se continue avec, j'allais dire, la même graphie, le même patronyme en Israël, que ce soit avec la famille de Serge, avec mes cousins, avec Michael, et avec ses frères et ses sœurs, et que notre fils qui habite Malé Adoumim. Et c'est une histoire qui ne demande qu'à être creusée pour que nous en sachions un peu plus, et que cette histoire-là soit ancrée aujourd'hui en Eretz Israël. Merci.